Alors, bonjour ou bon après-midi tout le monde, selon où vous êtes dans le pays. Merci de vous joindre à nous. Je suis pas certain si Karima est revenue, si tout le monde est là. Mais je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Judah aujourd'hui comme notre invité aujourd'hui. Il est là pour observer sa première réunion de conseil d'administration entière. La prochaine sera dans son rôle formel. Alors, bienvenue. J'espère que tout le monde a eu le temps de lire l'ordre du jour. Alors, je fais l'ouverture de la réunion. Le premier point sur l'ordre du jour, donc je veux reconnaître aussi que même si on se rencontre virtuellement de différentes régions du pays, le bureau de la CABAMC est dans la capitale nationale, qui est dans le territoire non cédé des Anishinabés du peuple algonquin. Nous remercions toutes les générations d'Anishinabés, de personnes algonquines et de toutes les générations des peuples autochtones de ces terres, incluant les Inuits, qui ont pris et continuent de prendre soin de ces terres que nous participons. En la première réunion à Halifax, j'ai informé le conseil que le gouvernement n'avait pas encore annoncé formellement, fait une annonce formelle et il y a donc 2 postes à combler. L'annonce est imminente pour la première ou premier dirigeante. Je vais en parler dans la réunion in camera. Alors, sur ces mots d'ouverture, je veux confirmer qu'aucun des membres du conseil ont déclaré des conflits d'intérêts par rapport au point sur l'ordre du jour. Si vous avez des conflits à déclarer, on le fait maintenant avant de continuer. Alors, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer par rapport au point sur l'ordre du jour? Alors, s'il n'y en a pas, on va aller aux résolutions en bloc. Le point 2 dans votre liste. Comme vous savez, c'est proposé pour avoir un consentement unanime sans débat. Vous pouvez poser des questions de clarification. Mais pour aller de l'avant avec cet ordre du jour, on va parler d'une question par rapport à ces résolutions en bloc. Vous pouviez faire des demandes pour poser des questions, mais je n'ai pas reçu de questions sur ça. Donc, les points à approuver, c'est le procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration. Vous avez donc dans le document le rapport du comité des candidatures du 15 novembre à la page 9, le rapport du comité de gouvernance du 17 novembre à la page 15 et le rapport du comité de vérification des risques d'aujourd'hui à la page 40 du PDF. Je sais qu'Éléonore a parlé de certaines questions. Je vais demander à Daryl de répondre à ces questions. Si je peux me permettre, Tom, j'ai quelques questions par rapport à des points dans les résolutions en bloc aussi. Je ne réalisais pas que la pratique était de poser la question au président à l'avance. Je pensais que les dirigeants pouvaient discuter ces points à la réunion. Je ne réalisais pas.
Non, je dis que juste dans ce cas-ci, c'est vraiment, oui, c'est le cas, mais dans ce cas-ci, il y a eu une question qui a été posée à l'avance. Je voulais pas, je sais pas ce que je voulais dire. OK, super. Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Donc, j'ai quelque chose à ajouter potentiellement au procès-verbal de novembre et aussi du rapport pour le conseil sur l'Agence du revenu du Canada. Donc, allez-y. Daryl, pour le processus de révision aussi. Dans le rapport du comité de gouvernance, je n'étais pas là. J'étais en vacances. Je n'avais pas fourni les informations nécessaires pour la révision de la performance la première dirigeance. Donc, il y a un morceau qui n'était pas là par rapport au travail qu'Aurora fait pour la transition. C'est pour les attentes de performance à réviser. Sur la rétention et la recherche de première dirigeante. Il y a une révision de la performance dans la première année. On va repousser donc certains de ces travaux. Et ça va être dans la deuxième année, cette révision, au lieu de durant la première. Donc, c'était le bout d'information qui manquait. Il y avait donc une ambiguïté parce que certaines dates ne concordaient pas. Donc, on va travailler avec Roar au cours des prochains mois pour formaliser ce processus lors de la deuxième année. Léonore, est-ce que ça répond à vos inquiétudes? Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça parmi les membres du conseil d'administration avant de céder la parole à Ruth? OK, merci Daryl pour cette clarification. Ruth? Donc, par rapport au procès-verbal, donc, le procès-verbal qui était dans l'ordre du jour des résolutions en bloc pour le mois de novembre. Dans celle-ci, il y a une action qui mentionne notre réunion de janvier sur la checklist de janvier et tous les membres du comité doivent être là pour manifester leur approbation de cette checklist. Donc, on devait créer un processus pour la responsabilisation du conseil dans ce comité de gouvernance. Donc, est-ce qu'on a besoin d'ajouter ça dans le procès-verbal? Je vais l'ajouter dans le procès-verbal de cette réunion pour que ce soit clair. Donc, on va prendre ça comme un amendement pour ce procès-verbal. Donc, c'est parfait. Question, maintenant, pas une recommandation de changement. Ce serait sur les règlements administratifs. Donc, accepter la recommandation par rapport au changement dans ces derniers. Est-ce qu'il y a une mise à jour par rapport à quand le département de la justice aura les règlements administratifs mis à jour durant le printemps 2023? Est-ce qu'il y a des nouvelles sur ça? On travaille fort pour ça. On a eu tellement de réunions, je ne peux pas vous dire combien on en a eu. Donc, ces règlements administratifs, le plan, c'est d'avoir un brouillon, une première version de la part du ministère de la Justice vers la fin de l'année du calendrier. Ensuite, ils vont réviser un autre processus
On va donc recevoir ces commentaires éventuellement. On espère que ce sera adopté fin avril, selon quand on peut se rencontrer. La semaine dernière, un petit problème, ils vont perdre la rédactrice francophone. Elle prend un nouveau poste, donc il y aura une nouvelle personne. On est en contact avec le directeur-directrice de ce département. Donc, il y a sûrement une personne senior qui pourra prendre la relève sans que ce soit une trop grande courbe d'apprentissage pour cette dernière, mais c'est hors de notre contrôle, en fait. On continue à avancer sur ça. On a identifié certains problèmes qui seront adressés. J'espère qu'on va pouvoir ramener ça au conseil de façon confidentielle. Donc, une première version début 2023 pour que vous puissiez voir où nous en sommes et quels sont les problèmes à adresser. Alors, il y a du progrès. Merci beaucoup. Prochaine question. Pourquoi il n'y a pas de rapport au conseil par rapport au président du comité de la vérification, comme il y a pour les autres comités? Le conseil devrait avoir des nouvelles de ce président et non seulement des gestionnaires. Il y a un rapport du comité de l'audit et des risques. J'ai vu ça. Oui, mais ça vient de Sean et pas du président du comité de vérification et des risques. Désolé. On va rectifier ça à l'avenir. C'est mon erreur. OK. Donc, juste à l'avenir, on veut avoir des nouvelles du président, de la présidente des comités. Donc, un rapport de la part de Chris, par exemple. Donc, du point de vue de la gouvernance, on doit avoir des nouvelles du président de la présidence. Oui, je suis complètement d'accord, Ruth. C'est plus que juste de la forme. Être la personne qui signe, la personne qui nous donne des nouvelles, qui signe. Donc, le directeur financier est peut-être l'auteur, mais la présidente est responsable de la communication avec le conseil. Mais ça ne déresponsabilise pas le directeur financier de communiquer avec le conseil, mais oui, ça doit être signé par le président. Alors, merci. C'est les points que j'avais à soulever par rapport aux résolutions en bloc. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou à changer, enlever dans les résolutions en bloc? S'il n'y en a aucune, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je prends ça comme une approbation de ces résolutions en bloc telles qu'amendées, comme nous avons vu avec les demandes de Ruth, les commentaires de Ruth. Donc, maintenant, le point central de la réunion d'aujourd'hui, le budget d'opération de 2023, le point 3.1 dans votre ordre du jour. Donc, la gouvernance du CABAMC. Les points sont à partir de la page 15. Donc, dans notre modèle de gouvernance, le modèle d'opération est préparé par le premier dirigeant en collaboration avec le directeur financier et ils doivent présenter
présenter ça au conseil. Ça a été revu par le comité de vérification et des risques. Il y a donc pour s'assurer que tout est beau. Vous le verrez dans le matériel. Le rôle du comité dans la préparation de ce budget d'opération. Bon, il y a des limites dans ce que le comité peut faire, mais Daryl et le directeur financier apprécient donc leur participation à cela. Donc, avec cette brève introduction, je vais demander à Daryl et Sean de le présenter. Je vais commencer avec Sean Walker pour qu'il nous parle donc du budget. Sean, qu'il nous accompagne avec cela. Donc, c'est ma blague de papa qui ne se traduit pas vers le français. Désolée. Donc, est-ce qu'on peut commencer directement? Oui, c'est dans les notes de service. Question, est-ce qu'on peut poser nos questions pendant que vous présentez Sean ou voulez-vous qu'on pose des questions à la fin? Qu'est-ce que vous préférez? Donc, moi, je préfère qu'on pose des questions au fur et à mesure. Ça va avoir un plus grand impact dans la conversation si on le fait donc au fur et à mesure, à moins que ce soit un point que je vais aborder plus tard. J'aimerais, ça faciliterait ma vie pour que si tout le monde était aussi poli que vous. Donc, je vais essayer de le faire au fur et à mesure. Alors, merci, Sean. Est-ce que tout le monde voit la présentation PowerPoint? Oui, parfait. Voilà. Donc, un peu d'historique sur le progrès qui a été fait. On l'a regardé dans les réunions au cours des derniers mois. On a commencé en septembre à octobre quand le personnel du CABAMC et moi-même avons travaillé avec Daryl pour commencer avec les prévisions budgétaires. Et on a commencé à rédiger la première version. Ensuite, c'est allé au comité de vérification et des risques pour avoir leurs commentaires. On l'a modifié. Ensuite, il y a eu une deuxième version de haut niveau qui a été présentée à la réunion du conseil à Halifax. Ensuite, on a, au 23 novembre, ramené cette version au comité de vérification et des risques. Ils ont passé beaucoup de temps à examiner chaque point. Ils ont fait de bonnes suggestions qu'on va regarder. On a incorporé les changements. On l'a envoyé au comité par courriel et on est là le 15 décembre aujourd'hui avec une version finale, on espère, avec l'intention que ça pourra aller de l'avant avec des changements mineurs et que ça pourra être mis en œuvre à partir du 1er janvier. Donc, cette diapositive montre vraiment des messages clés qu'on a fait cette année. On a déjà parlé d'avoir un budget équilibré. L'objectif serait que ce soit donc équilibré ou avec un petit surplus pour l'année prochaine. On a vraiment eu des défis cette année pour arriver avec ce budget équilibré. Il n'y avait pas de place pour du surplus. Donc, le comité de vérification des risques a recommandé des dépenses imprévues de 100 000 dollars, un budget de 100 000. Donc, on avait pas ça. On a essayé de trouver ça pour l'avenir avec eux, cette contingence. Ensuite, on veut des règlements pour le règlement administratif des droits de permis établis à 1 000 $.
on peut pas augmenter les droits, mais s'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous, on peut ainsi augmenter ce revenu. On va en voir plus aux prochaines diapositives, mais selon le sondage, on ne voit pas de croissance anticipée dans la profession au cours des prochaines années. Un des items, un point de médication que le comité a vu, ce serait une potentielle réduction des réunions en personne du conseil d'administration. Donc, une planification stratégique pour ça à l'automne, plus de réunions virtuelles donc qu'en personne, selon comment on voit que ça fonctionne au cours de la première moitié de l'année. Les réserves financières, donc et ce qu'on voit pour l'année à venir, on voit un solde d'actifs nets de 358 000 On va parler un peu plus de pourquoi on est arrivé à ce chiffre. J'ai mentionné par rapport au sondage qu'on a fait à l'enquête dans la croissance prévue dans la boîte verte, ce sont les achats qui ont moins de 5 les personnes qui ont moins de 5 ans d'expérience. C'est le même chiffre environ pour les agents de marque de commerce ou de brevet. On est à 1100 pour les agents de marque de commerce. Il y en a certains qui ont les deux titres. Donc, le 13 représente un peu moins que ces 300 agents. C'est donc un petit chiffre de nouvelles personnes à chaque année. Alors, les agents qui ont de 31 à 40 ans d'expérience, on voit 10 pour les agents de brevet, 12 pour les agents de marque de commerce. Donc, c'est en rouge les personnes qui sont à la fin de leur carrière. Rapidement, en 2022, on a eu 90 agents qui ont voulu révoquer leur permis ou changer. Donc, une réduction de 17, mais on a eu 83 nouvelles demandes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Quand ils vont passer et leur examen est arrivé, il y aura donc ces nouveaux agents. Donc, du côté de revenus pour le projet proposé, comme je l'ai dit, nous avons un frais établi pour la catégorie 1 de 1 000 Donc, ils ne sont pas obligés de payer le frais complet. Donc, pour le cours, c'est la moitié prix. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2250 licences, 2250 permis. Donc, si on rentre le nombre d'agents versus le nombre de licences, c'est 2250 permis. Donc, les frais d'examen ont été augmentés du budget pour refléter les chiffres de 2022. Jen et son équipe ont eu du succès à mettre ça de l'avant. Les souscripteurs pour pouvoir augmenter ces chiffres, ça a été très utile. Les frais de demande, nous avons presque doublé ce que nous avions mis dans le budget 2023 comparé à cette année, voyant qu'il y avait un plus grand nombre de demandes qui rentraient. Plusieurs d'entre elles sont, comme je viens de le dire, c'était des demandes de laisser tomber son permis ou de changer de catégorie, ce genre de choses. Donc, pour vous montrer ça avec un graphique Pac-Man, donc vous voyez une grosse part en rouge ici. Donc, ce sont les coûts de permis. Donc, si on rentre là-dedans la catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3, c'est un peu plus de presque 90 de tous les revenus qui rentrent, donc 2,3 millions de dollars. Donc, il y a les frais d'examen, comme je l'ai mentionné, à 157 000 à 7 et les frais liés aux demandes et aux certificats qui est de 0 2250.
Donc, c'est très facile de voir d'où nous proviennent nos revenus, la part du lion. Donc, au niveau des dépenses, je vais vous en parler un peu plus dans les prochaines diapos également. Mais les éléments qui sont le plus importants au niveau des dépenses sont les salaires et les avantages sociaux. Donc, nous maintenons le modèle actuel. Donc, c'est le nombre d'employés, mais les coûts, vous allez voir que le coût a augmenté car ce sera la première année où nous aurons le personnel complémentaire pendant les 12 mois complets et Judy va commencer dans quelques semaines également. Au niveau de la gouvernance, il y a des dépenses également. Donc, je vais en parler. Donc, il y a les réunions, les coûts de réunion, la rémunération. Vous allez voir que cela a augmenté de 2022 à 2023 dans le nouveau budget. Les honoraires professionnels, il y a une augmentation en vue des plaintes et des mesures disciplinaires. Donc, c'est d'écouter les coûts de l'enquête, les coûts de l'audit. Donc, ici, c'est où est-ce qu'on peut voir le plus grand risque ou la plus grande récompense pour le budget 2023. Donc, ici, il y a plus d'enquêtes qui doivent être menées. Ces honoraires ne peuvent pas être évités. Donc, certaines d'entre ces dépenses pourront être très coûteuses, dépendamment de la nature de l'enquête. Mais si nous avons une année qui est assez tranquille, c'est là que nous pourrons sauver un peu d'argent. Donc, les examens d'inscription, le programme continue d'évoluer et nous changeons quelque peu la façon qu'il est présenté, la façon que l'examen est élaboré, est noté. Ça a été pris en compte. Et au niveau de l'assurance, il y a une augmentation substantielle ici. Comme la plupart d'autres endroits à travers le pays, on voit les risques augmenter, les taux augmentent également. Donc, l'assurance DNO a été la plus grande augmentation au niveau des directeurs et des officiers pour nos directeurs exécutifs et le conseil des directeurs. Donc, au niveau des dépenses administratives, on voulait proposer ou on espérait une réduction nette des frais de carte de crédit qui serait tenue par Mineris ou un autre fournisseur. Nous avons également parlé du potentiel d'utiliser une un nouveau recours collectif pour diminuer les frais de paiement de carte de crédit. Et Daryl et Anders, on a parlé de ça, mais pour le montant qu'on recevra en 2023, on n'est pas certain que le risque surpasse la récompense, surpasse les avantages. Donc, c'est peut-être 10 000 et on pourrait dépenser encore plus sur des frais légaux et des frais de conseil juridique. Donc, on met ça un peu sur pause présentement. Donc ici, pour vous mettre les dépenses sur un graphique, ce n'est plus Pac-Man ici, c'est vraiment un peu plus réparti. Il y a des groupes plus gros et les quatre grands plus gros groupes sont les honoraires, les avantages sociaux des employés qui est environ 5 les salaires à 31 Nous avons aussi les dépenses de gouvernance de 10 en haut à gauche, nous avons des honoraires des professionnels externes. Donc, c'est le pseudo personnel qu'on peut dire. Donc, mon équipe, les coûts pour le travail de Victoria, à travail Pink Larkin aussi, et aussi le soutien en communication que nous obtenons également. Une autre grande part ici en haut, en bleu foncé. En bleu foncé, c'est le total des honoraires professionnels et des frais de consultation, le soutien en ressources humaines, le soutien avec les admissions et le travail que ça représente. Et le travail que Principia fait avec les examens, avec l'initiative au niveau des compétences. Alors, ce travail tombe dans cette part du gâteau. Donc, voilà, c'est les quatre grands groupes. Et ici, sur le tableau, on voit le budget de fonctionnement. Donc, le rapport d'impôt, si on peut dire,
Donc, ici, nous avons un pourcentage pour les dépenses. On peut voir le changement ici à travers les années. Donc, au niveau des revenus totaux, ça a augmenté légèrement dû à ces frais d'examen et les frais d'inscription et d'administration. Donc, le budget cette année était un peu plus de 25 000 dollars. Donc, on a augmenté ça à 3 000 et finalement, c'était un petit peu plus que 60 000. Donc, on est 10 à 15 de moins que la prévision de cette année. Mais on essaie de voir, étant la première année avec les opérations CABAM complètes, avec le changement des agents de classe 1 à classe 2, on ne verra pas ça l'année prochaine et c'est un peu ça l'espoir et le plan. Donc, comme je l'ai mentionné, les dépenses les plus grandes parts sont dans les salaires et les avantages sociaux. Il y a une augmentation à chaque année. Une petite partie de ça est due au fait des augmentations de salaires qui sont fournies. Également, il y a aussi l'annualisation des nouveaux employés et aussi de faire entrer Judah également, d'avoir intégré Judah également. Donc, il y a les dépenses de gouvernance, il y a les dépenses de déplacement, de formation, et ça a augmenté de 62 donc c'est une augmentation substantielle. Pour l'honoraire des professionnels externes ou externalisés, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de temps qui est requis au niveau des communications et au niveau de la discipline pour gérer les nouveaux audits, les nouvelles enquêtes. Nous voyons une descente, une réduction dans les honoraires professionnels et de frais de consultation. Donc, on a engagé un nouveau PDG. Nous n'avons pas de nouveaux postes qui doivent être comblés en 2023. Donc, il n'y aura pas de frais de contingence pour rechercher pour les chasseurs de terre, de tête. Alors, c'est un peu moins de 100 000 d'économie. Donc, les frais d'inscription aux examens, nous devenons plus efficaces et je commence à mieux connaître le processus. Je suis un peu plus précis sur les prévisions budgétaires. Donc, il y a une économie d'environ 33 ici au niveau des frais d'inscription aux examens. Donc, le budget pour les frais d'assurance, c'était 23 000. Donc, le budget de 2023 est ce que nous avons vu dans les faits pour cette année. Donc, pour les frais d'administration, c'est à peu près pareil. Et ensuite, il y a aussi les dépenses imprévues de 100 000 que nous avons mis dans le budget. Donc, l'année passée, nous avons eu un excédent de 80 000 et pour 2023, nous présentons le budget à zéro comme étant un budget équilibré. Donc, la dernière partie de notre présentation, c'est l'état de notre financière 2023. Donc, ici, c'est votre état financier. Donc, ici, il y a deux ou trois domaines sur lesquels nous devons nous concentrer. Donc, premièrement, c'est la liquidité. On doit s'assurer que nous avons les fonds disponibles d'ici la fin de l'année, donc au 31 décembre, qui va nous amener jusqu'au début de la période de collection de frais, février et mars. Donc, le budget nous montre ici que nous aurons de liquidité suffisante pour ces premiers 2 à 3 mois. Donc, comme aujourd'hui, nous avons la liquidité en banque qui va nous aider à nous mener jusqu'au mois de février. Donc, tout étant pareil, ça devrait suivre son cours normal. Donc, pour les surplus cette année, la prévision dans les états financiers que nous avons préparés pour octobre, nous avons 113 000 de surplus. Donc, on a fait un budget de 80 000 donc c'est un 33 000 de plus. Donc, je garde le droit de changer cela également parce qu'il y a un nombre de factures qui sont rentrées qui est un petit peu plus élevé que nous avions prévu. Donc, lorsque nous allons compléter le mois de novembre, cette semaine ou la semaine prochaine, ça devrait être un peu différent, mais pas de façon substantielle. Et le dernier montant que j'aimerais vous montrer, c'est le surplus dont je vous ai parlé, les actifs nets ou la réserve dont j'ai parlé au début. Donc, cette année, on s'attend à terminer. Cette année, on a commencé avec 245 000 de réserve. Et une fois qu'on va ajouter le 113 000 pour cette année, ceci nous donne une balance de 358 000 pour aller de l'avant. Donc, c'est 2,5 mois de dépenses en banque.
Donc, vous voyez ici en blanc, on montre le budget balancé, équilibré pour l'année prochaine et on s'attend à ce que ça reste stable. Et voilà, c'est la présentation. Carol, tu voulais ajouter quelque chose avant que nous ouvrions la discussion? Oui, oui. Donc, lorsque vous produisez un budget tel que celui-ci, quel qu'il soit prêt, très près dans ces divisions, c'est un budget qui est vraiment étayé. Nous avons regardé à chaque ligne, chaque dépense. Nous avons recu que nos ressources de revenus sont minimes et un point au niveau des revenus où il y a un peu d'incertitude qui reste à rapport au nombre de détenteurs de permis qui vont renouveler leur permis. Donc, généralement prévisible, mais le seul facteur que nous surveillons de très près sont les exigences en termes d'assurance pour cette fin d'année. Donc, vous vous souvenez, les détenteurs de permis devaient avoir leur assurance en place d'ici la fin du mois de décembre, bien que la majeure partie d'entre eux l'ont fait. Certains d'entre eux procrastinent et nous croyons que certains d'entre eux prendront leur décision dans les prochaines 2 semaines, soit de suspendre d'être suspendus ou de laisser tomber leur permis. Donc, ça va changer les chiffres un petit peu plus élevés que ce que nous avons présenté. Donc, j'avais une conversation ce matin avec un agent des marques de commerce en Ontario. 2 ou 3 marques de commerce ne valent pas la peine de payer 2 à 3 000 aux assurances pour changer son permis à une classe 2, un permis de classe 2. Donc, comme je l'ai dit, on a affaire à environ un peu plus que 100 personnes en ce moment pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse. Donc, je vais appeler ça les cartes FRIM, la carte sauvage ou la carte qui est inconcluante. Donc, les autres difficultés que nous avions identifiées dans le mémo, Sean a parlé de dépenses de gouvernance. Alors, je veux être très claire. De mon point de vue, je crois que nous suivons la bonne approche en termes de ce qu'un vérificateur professionnel doit faire avec l'expertise externe que nous obtenons, qui est cruciale, mais qui est coûteuse. Donc, nous surveillons de près ces dépenses et nous essayons de les gérer de la façon la plus efficace possible. Je crois que les conseils, les comités et le PDG doivent trouver une façon de contenir ces dépenses à cause de cela. Donc, c'est la raison que j'ai inclus dans le budget seulement une rencontre du conseil en personne. J'ai eu des discussions avec le président et le vice-président et mon point de vue personnel, et je crois qu'il est partagé par eux-mêmes également, c'est que l'importance que cette nouvelle organisation de conseil de directeurs qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble, c'est crucial pour continuer à évoluer. Donc, ce que j'attends, c'est que probablement d'ici la mi-année, vous aurez une meilleure idée des prévisions de dépenses au niveau de la discipline. Donc, si les prévisions ne sont pas rencontrées, ça créera une certaine flexibilité pour créer un plan pour la deuxième partie de l'année. Donc, comme Sean l'a dit dans sa présentation, nous avons travaillé très fort avec Victoria en particulier pour prédire ce qui se passerait et on ne peut simplement pas tout prédire. Donc, on a des préparations pour des audits. On ne sait pas si ces audiences vont se produire. Alors, nous avons quand même budgétisé quelques éléments au cas où elles se produisaient. Donc, nous avons pris aussi le conseil du comité de risque et des vérificateurs, donc pour que ce soit le plus réaliste et le plus précis possible. OK, merci, Daryl. Alors maintenant, j'aimerais ouvrir le plancher aux membres du conseil pour vos questions, commentaires, préoccupations. Nous allons les prendre une à la fois. Sean, tu peux probablement enlever la présentation, comme ça nous aurons un écran complet. OK, on commence avec Ruth. Ruth, oui, merci, Tom. Oui, j'ai quelques questions.
Premièrement, vraiment, je veux te faire un compliment, Sean, et le comité de vérification, c'était un outil excellent que tu nous as donné à l'avance. Selon moi, c'était un format facile à suivre, bien articulé, avec votre explication et votre pensée logique derrière tout cela et en plus avec vos commentaires additionnels. Merci beaucoup, Sean. C'était très bon. Donc, j'aimerais vous dire cela a priori. Donc, ma question, c'est que dans vos notes de planification, vous indiquez que ça prendra 2 ans pour créer une solution structurelle à notre problème de revenus et ça, ce serait de changer la réglementation. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi ça prendrait 2 ans s'il y a une opportunité en cours au niveau de la réglementation qui va être en effet au printemps 2023, qui va me dire qu'il ne nous resterait qu'une année attachée à ce montant plus bas, ce montant réduit, et que l'année suivante, nous serions en mesure de faire amender cela. Est-ce que j'ai manqué un bout? On ne verra pas le revenu avant le mois de mars 2024. Donc, vous avez raison, c'est une année fiscale, mais nous la percevons plutôt comme 15 mois d'ici janvier 2023. Parfait, parfait. OK. Donc, je voulais simplement m'assurer. C'est notre intention d'amender le règlement au printemps 2023 pour créer le modèle de revenu adéquat. Est-ce que c'est ça? Oui. Les règlements vont avoir une disposition qui prenne en compte le coût de la vie. Je vais appeler ça comme ça, mais c'est pas vraiment la description spécifique, mais c'est un ajustement automatique aux frais de façon annuelle. Donc, dans la planification, nous avons commencé à regarder s'il y avait des sources de revenus alternatives qui pouvaient être considérées. OK, super, parfait. C'était simplement l'échéancier qui me préoccupait que nous n'aurions pas cet ajustement de revenus intégré dans les règlements pour 2023. OK, bien, parfait, ça répond à ma première question. Mon deuxième point, j'aimerais simplement peaufiner ce que vous avez dit ou complémenter ce que vous avez dit, Daryl, par rapport au conseil qui se rassemble. Et j'apprécie le fait que si c'est possible, que le conseil des directeurs se rencontre 2 fois par année, une fois au AGM et une autre fois pour préparer le budget de planification. Je crois que ça pourrait avoir une influence sur l'orientation. Pour établir l'orientation de l'organisation, c'est très important que le conseil se rencontre pour ce processus. Un autre point intéressant, j'avais bougé de séance hier seulement, et cette session s'appelait comment avoir des discussions difficiles, quelque chose comme ça, comment être courageux dans sa conversation. Et il parlait de l'importance que le conseil ait des discussions harmonieuse dans un environnement sécuritaire psychologiquement où il serait en mesure de poser des questions au PDG, des questions que le personnel pourrait ne pas être confortable à poser. Donc, l'une des études a démontré que les groupes qui se rencontrent en personne et qui établissent ces relations sociales de confiance sont plus en mesure de se comprendre lorsqu'ils discutent ensemble et ils sont moins sujets à des préjugés inconscients. C'est tel que je présume que je sais ce que tu dis, donc je mets ce filtre de ce que je sais par-dessus ce que tu dis et j'entends ce que je veux entendre. Donc, beaucoup d'études scientifiques démontrent que les conseils qui se rencontrent en personne sont plus efficaces. Donc, j'ai vraiment aimé le fait que vous avez dit qu'à la mi-année, une fois qu'on va voir la réalité des dépenses, nous pourrions nous rencontrer en personne pour notre séance de l'automne. Je suis très reconnaissante pour ça. Laissez-moi interjecter. C'est aussi le PDG qui travaille avec le conseil pour déterminer si la contingence, l'atténuation, c'est une bonne mesure à prendre. Donc, ça va créer cette opportunité à ce genre de planification pour la deuxième partie de l'année. Oui,
Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on peaufine notre cycle de revenus, on doit inclure une opportunité à ce que le conseil puisse se rencontrer pour faire le travail que nous faisons réellement en tant que gouverneur et protéger le public. Alors, je n'ai assez dit là-dessus. Et Tom, je suis reconnaissante que vous m'ayez donné la parole. J'ai terminé. Super. Merci, Ruth. Et la science à laquelle vous avez référé, il semblerait que intuitivement, je trouve que c'est correct. C'est exact. Je crois que nous pouvons tous être d'accord pour dire que lorsqu'on s'est rencontrés en personne, ça a été une expérience énormément positive au niveau des interactions sociales avec le conseil et avec les directeurs exécutifs. Nous devons faire grandir ces relations avec du temps et c'est important de se rencontrer en personne. Donc, merci pour votre commentaire. Donc, maintenant sur la présentation du budget, avez-vous des questions, commentaires, préoccupations? Gardons en tête que nous allons passer à l'approbation de ce budget. Je regarde ma salle virtuelle et je ne vois personne. Andrew a levé la main. Andrew, merci. Ah, je suis désolée, je ne t'avais pas vu. Vas-y. C'est correct, Tom. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensiez du fait que, vous savez, avec la rencontre annuelle EPIC, ça a été une dépense significative. Ça nous a aussi donné la chance d'interagir avec la profession. Donc, j'imagine que s'il n'y a pas de budget pour cela, je présume que ce serait approprié pour moi-même et pour la profession d'être là de toute façon, même si vous n'êtes pas un membre de Porkit. Je trouvais que c'était une superbe opportunité cette fois-là de non seulement se rencontrer, mais aussi de parler avec d'autres membres de la profession. Donc, je suis heureux également que nous enregistrons ceci pour la profession, car je crois que certains des chocs qui ont été indiqués par les professionnels, et il y a aussi des pressions de renforcement qui sont mises en place. Et je suis contente de voir que le conseil travaille fort à équilibrer cela. Donc, c'est tout. OK. Au niveau de ta première question, Andrew, le budget n'inclut pas la présence à la conférence EPIC à Winnipeg, mais les commentaires, par exemple, que j'ai dit sur la planification de la deuxième partie de l'année s'appliquent à cela aussi. Donc, cette conférence a lieu à l'automne. Donc, nous aurons une opportunité de regarder cette option une fois que la première partie de l'année, ce sera déballé. Andrew, ah oui, et moi, c'est un très bon point auquel je n'avais pas pensé quand je révisais le budget. On aurait peut-être même besoin d'avoir un modèle hybride dans les règlements. Peut-être que le conseil complet ne serait pas présent. Peut-être que des membres clés du conseil qui ont des intérêts spécifiques ou des relations particulières ou quelque chose comme ça, dépendamment du niveau de préoccupation de cette journée-là. Peut-être qu'on enverrait certains membres, mais pas tous les membres. On pourrait trouver une façon et corriger le tir au fur et à mesure que nous nous approchons de la réglementation, mais avec le bon modèle de financement. Merci. Oui, Brigitte, allez-y. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Non seulement d'une perspective de budget, mais aussi en tant que perception pour les détenteurs de permis qui ne dépensent pas autant pour amener tous les membres du conseil. Aussi, de cette perspective, je crois que ce serait une bonne idée d'avoir seulement quelques membres qui soient présents. Oui, OK, merci. On prend ça en note également. Donc, oui, c'est c'est comme un compromis, hein? On pourrait envoyer quelques personnes plutôt que d'envoyer le conseil au complet. OK, c'est un commentaire très utile à garder en tête. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions par rapport au budget et de la présentation que nous venons de voir? Tom, c'est Sean encore une fois. Si je peux ajouter pour vous donner une petite information ici au conseil, si on
On considère les conférences en personne ou les déplacements comme la conférence EPIC. La conférence EPIC était environ à 23 000 le coût pour envoyer les personnes et la séance de planification à Halifax était 26 000 incluant les heures de voyagement ou de déplacement. Donc, pour la planification, moi, j'utilise une moyenne de 25 000 lorsque nous allons tous à une rencontre. OK, c'est bon à garder ça en tête maintenant que nous allons dans 2023. Donc, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est sur les données sur lesquelles nous avons basé notre présomption que les croissances de la profession sont à zéro ou nous anticipons qu'elles soient à zéro, qu'elles soient nulles. Ça, c'est basé sur des données de sondage pour notre juridiction. Donc, je me demandais si nous avions eu la chance de regarder des données similaires dans d'autres juridictions pour voir si nous faisons partie de la tendance ou sinon si nous sommes une aberration ou si plutôt il y a un élément dans l'environnement réglementaire que nous devrions ajuster pour que nous nous alignions avec la tendance. Car je trouve qu'avec une économie en expansion dans laquelle nous sommes, j'aurais anticipé que les nombres auraient augmenté et qu'ils ne se resteraient pas à nul. Donc, avons-nous quelques informations là-dessus? Est-ce que nous faisons les bonnes présomptions? Donc, il y a deux facteurs. Nous avons les données de sondage et deuxièmement, nous avons 2 ans d'expérience. C'est la combinaison de ces deux éléments. Donc, nous n'avons pas fait d'évaluation externe. Ce que nous imaginons, si je peux utiliser ce mot, c'est qu'avec l'économie et avec le travail que nous faisons par rapport au processus d'inscription, en particulier par rapport à l'examen, nous avons parlé de poursuivre des cheminements alternatifs à l'intérieur de la profession. Donc, ultimement, le but est de créer une plus grande opportunité pour que plus de personnes puissent rentrer dans la profession sans sacrifier le respect des normes. Donc, tout le travail que nous avons fait sur les examens et le programme de formation, cela nous suggère que ça a été un obstacle significatif parce que nous avons créé un système d'examen sans régime de formation. Donc, on en avait déjà parlé dans le conseil. Nous avons analysé que la raison principale pour le taux de passage significativement bas était qu'il n'y avait pas une formation de haute qualité disponible pour tous les applicants ou tous les demandeurs. Donc, en changeant cet aspect, nous croyons que ça va augmenter le nombre d'individus qui pourront rentrer dans la profession. Ce n'est qu'une hypothèse. Nous avons environ 18 mois avant de voir cette nouvelle gamme d'examens. Donc, c'est la présomption qui est intégrée dans tout le travail que nous avons fait dans ce domaine. Une réflexion et une recherche plus approfondie sur ce point, je pense que ce serait un élément important pour la planification dans les années à venir, pas seulement d'un point de vue financier en termes de revenus, mais aussi en termes de quand nous parlons et quand Ruth parle de la restructuration des règlements, l'un des aspects sera de savoir pourquoi ces chiffres restent fixes alors que l'économie change. Cela semble pas avoir de sens, mais il se peut que ce soit quelque chose de systémique dans l'économie canadienne qui fait que ça reste fixe. Je sais pas, Léonard, peut-être d'autres personnes autour de la table pourront commenter à ce sujet, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Ouais, je sais. Kendra a un commentaire, Léonara peut-être, et j'ai un commentaire à partager sur ça aussi, Tom. OK, donc nous allons faire ça rapidement, et puis j'ai une autre question, et puis nous allons essayer de voter et de passer à autre chose. Désolé, Andrew? Est-ce que c'est difficile de recruter? En fait, au niveau des brevets, c'est les agents de brevets et le côté des marques de commerce, c'est différent. Mais c'est plus difficile au niveau des agents de brevets. C'est peut-être parce que les emplois eux-mêmes sont si lucratifs. Donc, les gens qui doivent prendre ce genre de niveau de formation, c'est difficile. Et la profession aux États-Unis a un biais, un préjugé envers les avocats. Donc, ils sont obligés d'aller à l'école de droit, faire des études en droit. Donc, c'est un peu similaire. Ce n'est pas exactement pareil de ce qui se passe ici. Ruth?
Moi, je vois la même chose. Nous voyons la même chose dans la profession de comptabilité. Nous passons beaucoup de temps là-dessus parce que nous voyons que c'est presque nul. Les gens prennent leur retraite, les gens qui rentrent, ça reste au statu quo. Donc, nous regardons d'autres options comme des professionnels qui ont été formés à l'étranger. Quelles sont les formations passées? Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels ou des domaines dont nous ne sommes pas au courant au niveau de la diversité également, parce que nous voyons une tendance similaire à travers le pays. Donc, ça varie d'une province à l'autre, bien sûr, mais nous voyons une tendance similaire. Donc, je ne crois pas que nous soyons une aberration ici. Laissez-moi ajouter une dernière chose. Nous avons identifié très tôt donc, on a élaboré une analyse d'expérience et nous avons regardé ce que les autres faisaient dans d'autres États et d'autres pays pour voir ce qu'il était nécessaire pour qu'ils se qualifient à nous. Donc, en partie intégrante dans les nouvelles régulations, dans les nouvelles réglementations, nous essayons d'avoir un regard plus élargi sur le côté du praticien. Alors, je suis sûre que Jen serait d'accord avec moi. Donc, une des choses qu'on doit faire, c'est d'attirer les praticiens d'autres pays pour venir ici s'ils sont qualifiés. Et ceci s'intègre dans un système plus large d'immigration. Donc, on doit jouer notre rôle dans ce système. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons pu faire de façon extensive encore, mais si vous regardez le monde et qu'on se dit, OK, ça devrait être une source de croissance pour l'économie canadienne et pour la profession. Donc, ce n'est pas en grand nombre, mais nous devons être équipés pour être en mesure donc, nous devons avoir des praticiens éduqués, des consultants éduqués dans notre profession. Oui, vraiment, c'est une question d'obstacles. Y a-t-il des obstacles? Où sont-ils situés? Sont-ils artificiels? Sont-ils réels? Sont-ils nécessaires, etc. Donc, ce sont toutes de grandes questions. Mais je ne crois pas qu'on devrait simplement présumer qu'il n'y aura aucune croissance. Vraiment, nous-mêmes mettre à la pâte. OK, Leonora a levé la main, Tom. Je suis désolée, Leonora, vas-y. OK, j'aimerais bien entendre Leonora. S'il vous plaît, vas-y. Je ne t'entends pas, Leonora. Personne d'autre l'entend? OK. Écoutez, je vais demander ma seconde question. Léonora, tu détermineras quels sont tes problèmes de son et je te reviens. D'accord? C'est correct? Parfait, je vais faire cela. Donc, j'aimerais vous demander par rapport à un commentaire qui a été fait à la page 15, qui est la suivante. C'est le premier point et ça dit Test, test, test. les changements du politique et de la rémunération du conseil peuvent être un drapeau rouge jusqu'à ce qu'il soit mieux compris. Il, il apparaît que nous avons des programmes pour compenser et peut-être que des rencontres rigoureuses seraient exigées. Donc, je crois que tu l'as expliqué en partie dans ta présentation, où il y a eu une augmentation significative dans ces coûts. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire par il apparaît que nous mettons de l'avant des programmes pour compenser de l'expertise externe? Qu'est-ce que pouvez-vous détailler ce point?
Quand nous avons fait le budget et que nous avons ajouté les chiffres au niveau du coût de gouvernance, ce sont des coûts fixes, je dirais. Nous n'avons pas beaucoup de discrétion à ce niveau-là. Ceci a éliminé notre capacité à introduire tout type de programme additionnel ou de coûts de programme additionnel. Donc, je ne dis pas qu'il y avait une exigence pour du personnel additionnel pour cette organisation. Je crois que nous sommes bien à ce point-ci. Mais l'une des choses que nous avons regardées dans la dernière année, c'était comment est-ce que nous pouvons offrir un soutien de gouvernance efficace pour le conseil et tous les comités. Et ils utilisent des ressources extensives pour les soutenir. Si nous avions l'argent, nous aurions une personne de soutien dévouée pour les comités. Comme ça ne prendrait pas du temps du président ou du directeur des inscriptions. Et en particulier, il serait là particulièrement et spécifiquement pour soutenir les comités. Par exemple, nous avons Victoria comme conseillère externe qui prend quelques minutes de ces rencontres de comité. Donc, ce n'est pas un bon usage de son temps. OK. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. C'est ça que je veux dire avec les dépenses. Ce n'est pas lié à un item seulement, un article seulement, mais si on regarde le budget global, nous n'avions pas la capacité financière pour faire cela. Et je crois que si nous pouvions investir 5 dollars dans le soutien de gouvernance, de mon point de vue, c'est que nous recevrions 10 dollars en retour pour l'organisation au niveau de la solution de problème. Parce qu'en faisant ce que nous faisons présentement, une grande partie du temps est passée à tous les jours, à toutes les semaines et à tous les mois pour soutenir les... Oui, d'accord. Donc, est-ce que je peux poser une question de suivi? Oui. Et je ne veux pas oublier Léonore, je veux retourner à elle après. Donc, merci. Question, Tom, merci, m'a fait réaliser que la façon que le document est donc mis ensemble, il y a beaucoup d'informations financières, juste la façon qu'il est structuré, beaucoup d'informations financières à la fin. Donc, pour le soutien, payer des employés de soutien à l'externe, le morceau de gouvernance était très élevé l'année dernière. Je sais qu'on va avoir une approche différente qui va nous économiser des coûts. Est-ce que je me souviens bien de ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est bon à savoir. Autre chose que je veux demander rapidement. Dans le rapport sur les états financiers audités, on a préparé notre rapport, il a été mis sur le bureau, mais on a rapporté l'itération sur les dirigeants. Donc, ma question, est-ce qu'on peut coordonner ça pour l'avenir? Sean, est-ce que vous savez de quoi je parle? Voulez-vous que je vous lise le passage? Je vais le lire. C'est à la page 48 de notre document. Ça dit, nous avons préparé un rapport qui montre les montants payés comme rémunération et dépenses aux dirigeants et aux membres de comité durant 2021. Selon la loi 30, cette information doit être publique au moment où le collège soumet son rapport annuel au ministre. Nous avons un délai dans la publication de cette information. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça aurait dû être mis à jour. On a manqué ça, oui, en mars. On ne l'a pas livré, mais le plan et que oui, ça a été fait dans le travail de l'audit en septembre. Donc, merci beaucoup pour la clarification, mais je voulais le mentionner ici pour que ce soit au dossier. Autre chose, Chris, Ruth, avez-vous d'autres commentaires?
Léonore, est-ce qu'on peut revenir à vous? Merci, Ruth, d'avoir posé cette question. C'était une de mes questions, donc merci. La seule chose, on parlait de barrières à l'entrée. Je crois qu'on doit vraiment s'asseoir et penser à la procédure des articles, mais c'est pas ça le nom. Donc, des fois, ça fonctionne, des fois non. Certaines firmes ont de la facilité à recruter, d'autres non. Donc, on doit mettre de l'accessibilité aux potentielles personnes de classe 3, penser à la formation dont ils ont besoin. Les sociétés de droit ont fait ça pendant des années. Il y a un succès mitigé. En Ontario, il y a un programme qui fonctionne très bien, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité. Donc, la seule formation pour être un agent de brevet, c'est surtout pour les agents de brevet, c'est la formation. Donc, c'est une vue au large de ce qui se passe, mais bon, c'est difficile aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas à faire ça. Ça peut avoir un impact sur la qualité de la profession. Donc, si on veut de la qualité, ça prend de l'effort et c'est une responsabilité du collège. Je veux rappeler au conseil qu'on regarde le régime de formation. On a un consultant qui travaille avec nous. Depuis cette semaine, on a parlé aux écoles de droit de partout dans le pays pour se présenter. On a des conversations avec eux. Le plan sera disponible. On veut donc avoir un document sur ça au début de 2023 pour voir comment on gère le système de formation en soi. Il y a plusieurs facteurs, donc on a identifié donc ce qui se passe aux États-Unis, c'est différent. Est-ce qu'on devrait s'adapter à cette différence ou pas? Les formations sont 24 mois, c'est arbitraire. Personne ne peut dire pourquoi on a choisi ça. C'est juste ça qui existe, mais on doit savoir identifier quelles sont les modalités de formation qui devraient exister. Est-ce que 24 mois, c'est la période nécessaire pour acquérir ces compétences? Léonore a parlé d'un problème qu'on monitore. La vaste différence donc en expérience et qualité de formation selon le bureau où vous êtes. Certaines grandes firmes ont des programmes de formation très élaborés. Et il y en a d'autres qui se forment avec des professionnels individuels. On ne peut pas bien identifier leur formation. Ensuite, il y a la question, est-ce qu'on regarde le modèle anglais, qui est une formation universitaire en Angleterre? Donc, c'est le programme Queen Mary, 12 mois à l'université qu'il faut faire avant de rentrer dans le système. Donc, ce sont toutes des choses qu'on doit avoir sur la table, examiner au cours des prochains mois. Maintenant, c'est vraiment aléatoire. Donc, le dernier morceau que je vais commenter sur ça, il y a un défi sur la qualité de l'éducation, des études. Il y a des inquiétudes par rapport aussi sur ce qui se passe sur le marché du travail parce que des personnes qui ont des licences des titulaires de permis de classe 3 sont vulnérables sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas façon de avoir des compromis avec leur employeur. Les sociétés de droit ont mentionné qu'il y a eu de la discrimination, du harcèlement et ça
il n'y a pas de disposition sur ça dans nos formations. Le collège doit se pencher sur ça. On a commencé à en parler en novembre. Ce cadre stratégique doit être examiné par le conseil. C'est significatif. Ce sont tous des facteurs qui doivent être discutés. On peut avoir toutes les formations du monde, mais si quelqu'un est dans un environnement de travail qui est terrible, ben, ça les aide pas. Merci, Daryl, pour ça. Jennifer, je vois qu'elle a la main levée. Ensuite, Karima. Donc, Jennifer en premier, ensuite Karima. Et on doit aussi continuer parce qu'on parle du budget, le domaine de route. Un commentaire rapidement par rapport à ce que Daryl a dit et votre point, Tom, sur ce qui se passe dans d'autres juridictions. Donc, le papier de recherche sur lequel on travaille, on regarde les programmes et les parcours qui sont disponibles dans d'autres juridictions. On va regarder si celles-ci ou des morceaux de ceux-ci sont plus efficaces, plus valables que d'autres. Et on espère que ça va nous donner une meilleure idée de ce qui est disponible et quelles sont les options et ce qui ne fonctionne pas. Il y a aussi des morceaux là-dedans par rapport à l'EDI, s'il y a des barrières, des recherches qui ont été faites dans d'autres juridictions sur d'autres juridictions, donc des recherches sur les obtentions de permis. Donc, Karima, Jeffrey ensuite. Donc, Daryl, Jennifer ont vraiment mentionné les choses auxquelles je pensais. Autre chose, Jennifer, peut-être mentionner Tax aussi, parce qu'ils n'ont pas de programme. Je peux vous introduire à quelqu'un qui travaille là. Ensuite, ce serait intéressant de voir ce que ces firmes d'avocats font pour monter ces programmes. Ceux qui ont des hauts taux de succès pourraient sûrement partager ces informations parce que ça devrait informer ceux que nous discutons. Donc, il y a une inquiétude ici, comme Léonard a dit, d'avoir cet engagement pour les réglementations. Super. Donc, ensuite, Jeff. Oui, Daryl, je voulais juste clarifier sur le point que vous avez soulevé sur des praticiens étrangers. Donc, on veut attirer des talents au Canada pour qu'ils s'établissent ici, des achats, donc, qui sont qualifiés à l'étranger et qui ont les compétences reconnues au Canada. Donc, si on cherche ça, ça peut nous aider avec les frais du CABAMC. Donc, si quelqu'un pratique à l'étranger avec ses clients, ils veulent juste travailler un peu avec le bureau du Canada, je ne sais pas si c'est ça qu'on veut. Donc, on se demande s'il y a donc des personnes qualifiées qui veulent venir ici. Donc, oui, c'est un peu source de confusion parce qu'on a demandé si des personnes étrangères peuvent être sur la liste. Donc, des personnes qui ont étudié été formées à l'étranger, en fait, c'est des personnes qui voudraient émigrer au Canada qu'on cherche. Donc, ça génère d'intéressantes discussions. Léonore, avez-vous levé la main? Donc, la résidence est pour être éligible pour titulaire de permis de classe 3, c'est nécessaire, la résidence. Donc, juste rappeler au conseil, à moins qu'il y ait d'autres questions, j'aimerais donc présenter cette résolution au conseil. Je ne vois pas d'autres mains levées pour les commentaires, questions. Donc, la résolution est, il est résolu d'approuver le budget de fonctionnement 2023, incluant la trousse d'informations sur le budget 2023 et la présentation de la directrice
secteur triste financière. Donc, secondé par Léonard, tout en faveur. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Merci. Donc, c'est fait. Merci pour ça. Discussion très intéressante. Des points que nous avons soulevés qui méritent un suivi. On va y revenir plus tard. Mais dans le contexte de la discussion sur le budget, c'est exactement le genre de choses qu'on discute. C'est ça qu'il faut faire. Donc maintenant, on va dans un territoire qui nous intéresse tous, à tous et toutes. Donc, et on avance. C'est merveilleux. Prochain point sur l'ordre du jour. Donc, le CABAMC en tant qu'organisme de réglementation moderne, un point habituel. Alors, la soumission qu'on a reçue de l'EPIC sur la pratique non autorisée, comme vous vous souvenez, on en a parlé, on a participé à la conférence de l'EPIC à l'automne, plutôt à l'automne. Notre dirigeant principal a fait une présentation. On lui a posé des questions sur les plans du CABAMC par rapport à la pratique non autorisée. On n'avait pas un plan il a dit on n'a pas de plan pour l'instant et qu'on devait en développer un. Il a mentionné que la politique sera en ligne avec nos normes de réglementation. Donc, comme question de politique, on s'est informé avec l'EPIC. On n'a pas commencé le processus, on n'a pas annoncé qu'on a commencé le processus, mais EPIC a pris la présentation à leur conférence comme une invitation à faire une soumission. Donc, on a une soumission et on a pensé, en regardant l'ordre du jour, que ce serait prudent d'en parler au conseil et d'en discuter. Donc, nos priorités pour l'année à venir ont été présentées, rédigées, comme vous savez. Donc, la pratique non autorisée, bien sûr, est pas une question immédiate, mais c'est une question à adresser. Donc, je crois que ce que je vais faire, je devrais dire aussi que notre loi a des articles par rapport à cette pratique non autorisée, qui a un permis et qui en a pas. Donc, je crois qu'on devrait en discuter. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une version, un brouillon de résolution que vous pouvez voir à la page 2. C'est écrit: attendu que le CABAMC reconnaît que les articles 67 et 68 de la loi du CABAMC limitent l'utilisation des titres d'agents de brevet ou d'agents de commerce et interdisent aux personnes de se présenter ainsi si elles ne sont pas titulaires d'un permis du CABAMC, attendu que la loi n'est pas claire quant au mandat du CABAMC en ce qui concerne l'application de ces dispositions, attendu qu'il doit y avoir des discussions avec Innovation Sciences, donc l'ISDE, au sujet de l'application de ces dispositions. Il est résolu que le premier dirigeant, après consultation nécessaire, doit faire un rapport et présenter des recommandations au Conseil sur tous les aspects du traitement des allégations de pratiques non autorisées lors de la réunion du Conseil en mars 2023. Donc, c'est une tâche pour notre premier dirigeant. Si le Conseil approuve cela aujourd'hui. Donc, sur cela, je vais demander à Daryl Pink s'il veut commenter avant une discussion avec le conseil, brièvement des informations d'historique sur ça. Quand on a commencé au printemps de 2020, donc les discussions avec Industrie Canada, c'était sur ces pratiques non autorisées, les problèmes à ce niveau, la responsabilité du gouvernement dans cette question
et que la loi n'est pas claire. Il y a un article dans la loi qui permet au collège de faire une application à la Cour fédérale, mais c'est pour l'injonction, pas pour la prosecution. Donc, on a regardé si Industrie Canada serait donc responsable de ces poursuites. On a eu des discussions, c'est pas allé très loin. Il semble avoir peu d'intérêt, c'est ma perception, donc c'est pas nécessairement un fait, mais ma perception, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire ce travail. Donc, on doit adresser cette question. Le rapport ou la soumission de l'EPIC, en fait, est intéressante. On peut avoir nos opinions par rapport si c'est correct ou pas. Les autorités qui le citent, la jurisprudence suggère qu'ils ont l'expérience. Bon, j'ai des doutes, mais c'est mon opinion personnelle. Finalement, ça a été super pour moi d'écrire cette résolution sur laquelle Judas devrait travailler. Sur une question si facile comme la pratique non autorisée, très simple, n'est-ce pas? Je crois d'une perspective pratique, Tom, vous avez mentionné qu'AU VIPI nous en avait parlé à novembre. Il y a une référence, il y a un document qui est en rédaction pour un cadre stratégique. Donc, on ne devrait pas éviter ça. C'est important pour la politique. Si la profession croit que c'est important d'adresser cette question, on doit le faire. Donc, il faut déterminer notre position sur ça, l'élever dans les priorités. Je ne sais pas quel sera le résultat final. Il y a eu des poursuites, il y en a eu une au Québec particulièrement. Donc, je suggère uniquement qu'on doit s'y pencher et cette résolution nous le fera faire. Donc, oui, je ne voudrais pas suggérer autrement non plus. C'est une question importante pour toute réglementation professionnelle, ce qu'on veut faire et quelle est notre capacité réaliste par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, ce serait juste de dire, par contre, que c'est une question qui n'est pas simple. On doit considérer tous les angles possibles et en tant que président du conseil, on peut réaliser qu'il y a plusieurs angles et donc on doit la considérer attentivement pour décider ce qu'on va faire parce que ça va être vraiment une cartographie par rapport à ce qu'on va faire à l'avenir. Parce qu'on dirait, si on doit le réparer à nouveau, il faudra le briser à nouveau. Donc, il y a des mains levées, je vais arrêter de parler. Mais avant d'aller aux dirigeants, j'aimerais entendre Victoria parce que je crois qu'elle aura des opinions intéressantes par rapport à ça grâce à sa profession. Merci, Tom. J'ai passé de nombreuses années à travailler sur des allégations de pratiques non autorisées et en ligne avec ce que tu as dit, ce que Daryl a dit, ça peut générer beaucoup de travail. Ce qui est critique pour les personnes qui font la réglementation, c'est de rester sur l'intérêt du public. Il n'y a pas question qu'il y a une ligne au-delà de laquelle il y a du risque pour le public et que ce serait le rôle du CABAMC à adresser, mais il y a un rôle pour CIPO, pour EPIC. Il y a peut-être une approche collaborative qui serait appropriée ici. Ensuite, une des choses qu'on a apprises en travaillant sur ça en Nouvelle-Écosse, c'est l'importance d'avoir une ligne très, très claire le plus possible
pour savoir c'est quand qu'on adresserait ces questions ou pas. Et on a décidé que c'est quand il y a une évidence de dommages au public, pas seulement de dommages potentiels aux détenteurs de permis. Donc, c'est pas d'avoir une monopolie, mais de vraiment identifier ce risque de dommages au public. On a eu cette discussion sur le budget. On ne sait même pas si on peut avoir une réglementation pour nos membres. Donc, on doit marcher avant de courir. J'espère que tout cela sera pris en considération. Oui, bien sûr. On ne peut pas avoir une discussion robuste sur une politique sans regarder aux coûts et aux pertes. Ce serait irresponsable de ne pas le faire. Donc maintenant, je crois que je vais y aller alphabétiquement. Andrew, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Jeff vient de lever la main, mais Andrew, je vais rester avec vous. Allez-y. Tout ce que j'ai entendu avec le groupe, je hoche de la tête à vous entendre. Mais je veux qu'on garde en tête une chose. Il y a cette pression sur notre profession, que les frais ont augmenté. Mais d'un autre côté, on nous demande de dépenser plus d'argent. Donc, il faut penser au message qu'on envoie à la profession et quelles sont nos priorités, surtout par rapport aux autres commentaires que Victoria a fait. Je vais peut-être dire quelque chose de stupide, je ne sais pas, mais Dell a dit que le service de prosécution, de poursuite de la couronne serait inclus dans le processus. Et il y a un processus pour partager cette information que le CABMC pourrait juste préparer la poursuite et l'envoyer à l'avocat de la couronne pour qu'il mette en place le mécanisme. C'est peut-être stupide commentaire, donc je vais arrêter ça là. Je vais laisser Jeff dire quelque chose qui est sûrement plus intelligent. Je crois que toutes les choses doivent être examinées, considérées. Ça se peut qu'il y ait des barrières pratiques à ce genre d'approche. Je crois que Daryl les a mentionnées. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils vont peut-être pas vouloir faire ces poursuites sur les agents de brevet. C'est peut-être pas haut sur leur liste de priorités, mais il faut prendre ça en considération alors qu'on développe cette politique. Donc, il y a peut-être quelque chose entre toutes ces possibilités à considérer. Oui, exactement. Donc, Jeff et ensuite Leonora. Je crois que tout ce que tout le monde a mentionné est absolument juste. Je crois que ce qui est requis ici est une étude. On continue de parler à comment ça va affecter le budget, le problème que ça va créer, mais on n'a pas étudié cela suffisamment pour comprendre la question, la portée de la question. Il y a peut-être des firmes qui pourront nous aider avec ça. Il y a peut-être des sociétés de droit qui ont plusieurs avocats, des personnes qui sont en pratique non autorisée dans un grand groupe. C'est très, très grand groupe, c'est différent versus quand on a seulement un millier de professionnels. De plus ou de moins, c'est un chiffre plus significatif que dans une profession où il y a des centaines de milliers de professionnels. Donc, on doit étudier ça avant d'aller de l'avant avec ce processus. Je crois que la résolution le suggère, mais après une consultation appropriée, comme on mentionne.
Donc, j'espère que c'est assez large pour inclure cette étude, comme je le suggère. Sinon, j'amenderai cette résolution pour nous assurer qu'il y a cette possibilité. Oui, bien sûr. Donc, j'imagine pas que ce serait un amendement hostile. Je suis certain qu'on peut l'amender pour ajouter ça. Donc, vous proposez d'amender pour suggérer que le premier dirigeant fasse une consultation et une étude? C'est ce que vous aimeriez voir? Oui. C'est pas basé uniquement sur les sentiments et des anecdotes. Ça doit être une étude. Oui. Donc, Judas va travailler sur ça avec Cam. Donc, je vais pas anticiper, mais je pense que ça va être vraiment bon. Mais je crois que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'il doit avoir la latitude de faire pour bien nous conseiller par rapport aux différentes options. Donc, disons que la résolution mérite des études. Dans la résolution, on doit donc inclure que ça mérite une étude. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Léonora? J'allais commenter sur l'étendue de la résolution aussi parce que j'ai passé plusieurs années à rédiger des contrats. Donc, ce serait pas juste de lui demander qu'il devrait faire un rapport sur tous les aspects. C'est un énorme travail pour Judas. Il devrait quand même avoir une liberté de le faire parce que c'est quand même urgent de le faire d'ici mars. Bon, peut-être s'il est Superman, mais sinon, on doit lui donner un peu plus de latitude là-dedans. Et Victoria a fait des commentaires intéressants. On doit voir ce qu'on doit faire, mais aussi quelle est la ligne, le seuil qui fait qu'on va pouvoir le faire ou pas. Oui, absolument. Donc, il faut penser à ça. Epic, par exemple, ils ont un comité qui décide s'ils interviennent dans des affaires en cours ou pas. Et ils ont des bénévoles. Donc, si c'est important pour Epic, peut-être qu'ils vont nous aider pendant plusieurs années. Donc, il faisait ça, il rédigeait les examens, par exemple. Donc, ce serait peut-être une avenue de collaboration. Je ne sais pas si c'est approprié. Peut-être Judas veut s'y pencher, mais il doit parler à EPIC pour voir s'il y a des ressources qu'ils peuvent partager avec nous. Par exemple, le relief conjonctif. Donc, les choses qu'on doit prendre en considération et trouver toutes les ressources qu'on peut travailler au meilleur prix possible, façon de dire. Bon, c'est ça. OK, c'est super. Nous avons d'autres commentaires par rapport à ça. Ah, bien sûr, Judah aura beaucoup d'informations à rassembler et sans doute plusieurs sources d'informations à laquelle il peut puiser. Donc, Léonora, je crois que le changement proposé de la terminologie de cette motion est approprié, à moins que quelqu'un d'autre soit en désaccord. Nous devrions amender la résolution de plus pour dire que le PDG doit faire un rapport de progrès au conseil sur tous les tous les aspects de l'adression d'adresser les allègements, les allégations. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Donc, la résolution amendée dira
attendu que l'article 67, est-ce que quelqu'un d'autre a des commentaires ou des questions? Donc, si Peter reconnaît que l'article 67 et 68 de la loi CEPATA, la loi CABAM, utilise le titre de marque de commerce ou marque de brevet qui n'ont pas de permis de CABAM et que ce soit clair dans la loi de renforcement de ces dispositions. Et il doit avoir une discussion de ces dispositions, comme on l'a dit, soit résolu que le PDG, suite à des consultations et des études nécessaires, doit faire un rapport sur son progrès au conseil lorsqu'il adresse des allégations de pratiques non autorisées au début du mois de mars 2023. Je crois que je l'ai bien dit. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Karima et Nora. OK. Tout en faveur? Alors, c'est approbation à l'unanimité. Donc, Judah, tu as le travail fait sur mesure pour toi. Donc, les amis, est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous aimeriez parler par rapport à cet dernier point sur l'ordre du jour? Maintenant, nous allons passer en huis clos pour notre séance en huis clos. Et il y a certains éléments d'information. Ruth, tu peux y aller. Oui, je voulais simplement poser une question par rapport à l'un des éléments d'information. Donc, il y a un superbe mémo de la part de Chris par rapport à la politique et aux orientations du comité de vérification et d'audit. Donc, ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'on doit maintenir la sécurité dans la détention des registres et les politiques de destruction. Donc, est-ce que le Conseil a vu les politiques de destruction et de rétention? Je ne m'en souviens pas. Non, parce qu'ils sont embryonnaires. OK. Donc, ce n'était pas une bonne réponse. Donc, nous sommes gouvernés par les dispositions de la loi des libraires et des Archives Canada. Donc, André travaille avec les libraires et les Archives Canada qui nous soutiennent dans la politique de destruction des documents et ce que nous développons doit rencontrer leurs exigences. Donc, la disposition à ce point-ci et l'approche qui est nécessaire, c'est que nous ne détruisions rien car nous n'avons pas encore mis en place une politique. Cette politique nous permettra de faire cela. Et nous sommes à quelques mois. C'est important, mais ce n'est pas urgent. Donc, nous sommes un petit client pour eux. Donc, André, peut-être qu'à un moment donné, en 2023, nous allons commencer à obtenir du soutien de leur part en termes de ce que la politique à quoi elle devrait ressembler. Donc, voilà, c'est la perspective de ce que j'ai compris. OK, ça fait du sens. Est-ce que c'est une politique qui serait déposée devant le conseil pour au moins avoir nos conseils, nos commentaires? Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Léonora? Oui, merci. Ma question est également par rapport au rapport excellent du comité d'enquête. Donc, ceci est plus pour mon opinion personnelle ou pour mon information personnelle. Vous pourriez entendre mon chien japper également. Je m'en excuse d'avance. Alors, à la page 40 à 41, article 2.2, les procédures qui sont décrites dans 2.2 et 2.3, c'est 2.2 en particulier est volatile de manière volontaire. Donc, si la personne sous enquête n'accepte pas, il devrait aller chercher un permis. Est-ce que c'est ça? Oui, il y a une autorité limitée de la part du comité d'enquête pour avoir
un permis ou un mandat pour obtenir de l'information, la personne doit consentir à fournir l'information. Donc, ils ont mis des détails considérables pour obtenir des mandats de fouilles. Donc, c'est ce qu'on doit faire si quelqu'un décide de ne pas coopérer et de ne pas nous donner le matériel requis. Donc, on essaie de faire la plupart du travail avec le consentement et habituellement, ça fonctionne. Je sais qu'on parle de changement de règlement, mais est-ce que ça exigerait un changement à la loi? Oui, malheureusement, oui. OK, pour que ce soit un peu plus solide. Oui, donc, globalement, le point sur ma liste de vœux pour la loi, c'est d'élargir l'autorité du comité d'enquête. Donc, il y a un cas qui a été envoyé en audition qui n'avait pas besoin d'aller en audition. Donc, c'est une dépense et du temps qui n'est pas nécessaire. Le comité aurait pu faire le travail. Et au niveau de pousser la coopération, d'encourager la coopération au niveau de soumettre les documents pour pas qu'on ne soit obligé d'aller à la Cour fédérale pour obtenir un mandat, parce que ça, c'est sûr que ça va coûter de l'argent et ça va prendre du temps aussi. Donc, comme je ne veux pas commencer là-dessus. OK, merci. OK, d'accord. Merci, Léonora, pour cette question très intéressante et pour cette superbe réponse. Merci. Donc, y a-t-il d'autres questions sur les documents d'information que nous avons obtenus avec les autres, avec l'ordre du jour? Donc, je crois que nous pouvons ajourner la partie publique de cette rencontre. Nous allons aller en huis clos avec notre PDG. Je me demandais pour cette première partie de cette rencontre, est-ce que Judah pourrait être invité? Oui, bien sûr, il pourra être invité. J'aimerais rappeler tout le monde que je vais assigner Tom comme étant le co-animateur pour la séance en huis clos. Ça, c'est le gars qui n'était pas capable de se mettre sur l'appel. Tu es sûr que tu vas être capable de gérer ça? Mais attends, il y en a plus, il y en a plus. OK, tu dois juste t'assurer qu'aucun participant externe ne soit inclus dans ce huis clos. OK, merci. Moi, j'ai une question rapide. Ah, Brigitte a une question. Oui, à propos des dates de l'AGM pour la rencontre publique à Ottawa, est-ce que cette date est déjà entérinée, est déjà coulée dans le béton? Parce que j'ai une conférence que où je dois aller. Donc, si c'est coulé dans le béton, donc je vais trouver un moyen de contourner le tout. Donc, c'est du 24 au 26 mai. Non, ce n'est pas coulé dans le béton car rien n'a été confirmé, rien n'a été réservé. Donc, il faut avoir l'AGA avant. Non, il n'y a pas d'obligation. Donc, non, je reprends ce que je viens de dire. Non, ce n'est qu'une réplique que l'année passée. À l'année passée, c'est proche de ces dates. OK, alors je vais envoyer un courriel pour proposer d'autres dates si possible. Oui, si je peux me permettre, je sais que moi, je dois être là en tant que nouvelle présidente et mon calendrier au mois de mai est déjà très complet. Donc, si nous irons changer les dates, le plus tôt possible sera le mieux. De plus, j'étais à une autre rencontre il y a environ quelques semaines et je voulais vous en parler. Apparemment, au mois de mai à Ottawa, c'est complet, tout est réservé. Si tu veux quelque chose à Ottawa au mois de mai, tu aurais dû le faire il y a un bon moment. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais nous voudrions peut-être réserver nos chambres d'hôtel et ce genre de choses. On peut toujours les annuler, mais ce n'est qu'un petit commentaire. Merci. Je suis désolée. Je ne suis pas Je- Inaudible. Je suis prête à voir d'autres dates, mais je voulais simplement vous faire ces deux commentaires. Trouvons quelque chose ou une date où nous pourrions tous être là. Ce serait super. Donc, maintenant, j'ai une question à poser à Daryl. Est-ce que nous pourrions
faire en sorte que la rencontre en personne de l'automne soit déjà établie dans nos calendriers. Donc, on espère qu'on pourra le faire. On le mettrait dans nos agendas. Comme ça, nous pourrions au moins conserver la date. Et est-ce que nous pourrions également inscrire la conférence EPIC dans nos agendas également? C'est une conférence à laquelle je n'avais pas pensé, mais simplement pour la mettre en attente. Je veux juste simplement conserver cette date pour pouvoir y aller si jamais on décide de le faire, d'aller de l'avant avec ça. OK, parfait, ça fait du sens. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, arrêter l'enregistrement? Arrêter l'enregistrement. OK, comment je fais ça? C'est au haut de ton écran à gauche. OK, OK, c'est bon, je le vois. Je crois, c'est écrit enregistrement, mais je ne suis pas certain que je peux l'arrêter.